50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. La santé, dit-on, est le préalable à tout. En d'autres termes, rien n'est possible si l'on est malade, parce qu'en ce moment, tout devient quasi impossible. C'est ici que la santé prend tout son sens. Mais comment bien se porter s'il devient de plus en plus difficile de bien se soigner, surtout dans nos cliniques jugées trop chères? La santé a un coût, répondent les praticiens. Au-delà du public, le secteur privé dans la santé joue un rôle tout aussi important. Comment fonctionne ce secteur? Quel est son poids dans la prise en charge médicale des populations? Les cliniques sont-elles véritablement chères? Autant de préoccupations que nous soulèverons tout au long de ce numéro de votre émission Débat 50 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous avons fait appel à Dr Joseph Boguifo. Il est le président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Dr Joseph Boguifo, bonjour. Bonjour. Il y a aussi M. Soro Mamadou, président de l'Union nationale des mutuelles de Côte d'Ivoire. On appelle aussi la mutualité ivoirienne. Il est également président de la centrale syndicale Humanisme. M. Soro Mamadou, bonjour. Bonjour à vous. Troisième invité, Dr Bakayoko Siddiq, président du syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Jérôme Kouakou. David Yaoblé s'occupe des manettes sonores. Régis Kofi assure la réalisation. Messieurs, parlons-nous franchement. Je suis heureux d'ailleurs d'avoir en face de moi des hommes qui n'ont pas la langue dans la poche. Docteur Boguifo, je voudrais commencer par vous. Est-ce que quelqu'un qui a une clinique privée, il est en affaires ou alors il vient rendre service à la population? Quelqu'un qui a une clinique privée est d'abord un chef d'entreprise qui a décidé, lui, d'investir au niveau de la santé. Cela est valable aussi bien en Côte d'Ivoire que partout dans le monde. Donc, le service qu'il vend à la population, c'est simplement la santé. Il se préoccupe de voir comment il peut répondre à cette attente vis-à-vis de la population. Et donc, finalement, oui, il est en affaires. En même temps, oui, il rend service. C'est un peu des deux. Très bien. Monsieur Soro Mamadou, vous comprenez ça et il le dit très clairement et les Ivoiriens se plaignent quelquefois sans comprendre. On dit que les cliniques privées sont chères. À entendre ces explications, vous comprenez pourquoi c'est cher? Oui, on peut comprendre, mais nous pouvons dire que l'État a un rôle à jouer. C'est de faciliter effectivement un certain nombre de leviers au niveau donc des cliniques privées, des médecins privés, pour que effectivement leur exploitation soit plus facile et que effectivement ils puissent effectivement bénéficier d'un certain nombre d'exonérations sur le matériel, sur les impôts. Mais je pense que ce sont des choses que nous devons regarder. Mais le deuxième élément, c'est de regarder globalement comment se trouve la population. Et à ce niveau, je pense qu'aujourd'hui, la population ivoirienne est dans une phase de transition entre une population qui était anciennement très agricole et nous sommes en train d'aller vers une économie industrielle. Et si nous arrivons à atteindre l'économie des services, à ce moment, vous allez voir que les populations auront atteint un niveau de développement et pourront donc répondre. Mais il faut le dire, la bonne santé, la longévité se construit. Et c'est ensemble que nous devons la construire. Donc, travailler sur l'économie pour accroître les ressources des populations, mais en même temps pour leur permettre de pouvoir accéder à des outils de technologie modernes capables d'avoir des soins de santé de pointe. Très bien. On va développer tout cela, mais avant, docteur Bakayoko Siddiq, vous qui êtes du secteur privé, donc vous travaillez avec les cliniques privées, vous aussi, votre contribution, c'est laquelle? Parce qu'on le dit, l'investissement au côté matériel coûte cher. Si on doit prendre aussi des médecins chers, naturellement, tout nous revient cher. Dites-nous, vos prestations auprès des cliniques privées, c'est cher ou pas? C'est cher ou pas, ça, je ne saurais pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'exercice dans le secteur privé de la santé est différent de l'exercice dans le secteur public. Premièrement, la responsabilité du professionnel libéral dans le privé est totalement engagé lorsqu'il est dans le privé. Parce qu'il est lié au patient par un contrat dit contrat synalagmatique. Ce contrat-là veut que le professionnel
prodigue des soins au malade et que le malade accepte les soins et, in fine, lui paye des honoraires. Et les soins à prodiguer par le professionnel doivent être des soins non pas quelconques, mais des soins qui sont conformes aux données de la technologie actuelle. Ce qui fait même que dans le code de déontologie, l'article 4 du code de déontologie nous interdit d'exercer dans des structures où la technologie n'est pas aux normes. Alors, vous voyez, tout cet investissement-là, toute cette responsabilité qui court sur la tête du professionnel libéral, qui n'est pas le même. Parce que l'usager qui va dans un service public, il a le statut d'usager de service public. Et le médecin qui travaille dans cet établissement n'a pas de responsabilités directement engagées, sauf s'il fait une faute personnelle. C'est le service public qui s'interpose entre le patient et le médecin. Alors, nous sommes dans une situation donc où un patient vient nous voir, nous demande de lui donner des soins et accepte de nous payer les soins que nous avons prodigués. Ces soins-là doivent être aux normes. Il vous a dit, il a donné l'exemple d'un scanner qui vous fait 500 millions, l'exemple d'un IRM qui fait 1 milliard. À côté, quelle est la contribution étatique pour que l'accessibilité au secteur privé soit facilitée? Je vais vous dire, en 2012, ce sont nous, les organisations professionnelles, qui avons regardé à travers la directive de l'UEMOA pour dire à l'État, signataire de cette directive, que vous ne devez pas mettre la TVA sur les prestations des médecins. Parce que quand un malade venait et qu'il était hospitalisé, il devait payer la TVA. Souvenez-vous qu'en 2012, le président Alassane Ouattara venait de dire accouchement gratuit. Mais l'accouchement gratuit c'était gratuit dans le secteur public. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le privé? Quand une femme venait accoucher, elle devait payer la TVA pour son nouveau-né qui venait de naître parce qu'elle est couchée dans une chambre d'hospitalisation. C'est nous qui avons organisé un symposium avec la direction des impôts, la direction et le ministère de l'économie et des finances pour qu'enfin, cette directive-là soit intégrée dans le droit interne et que depuis ce jour-là, il n'y a plus de TVA dans le secteur privé de la santé. Nous essayons de faire en sorte que notre secteur soit accessible, mais on ne peut pas le faire seul. On est en train de baliser le terrain, docteur Bouguifo. Dites-nous, en Côte d'Ivoire, il y a combien de cliniques privées? Nous avons des principes au niveau de notre organisation. Oui. Je vais vous dire d'abord, avant de répondre à votre question, nous avons fait une étude par l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Les résultats sont clairs. Vous avez 70% des structures qui exercent en Côte d'Ivoire qui sont des structures illégales. C'est inadmissible. Qui échappent donc au contrôle? Qui sont des structures illégales. C'est inadmissible. Nous avons rapproché nos amis de la Tunisie, nous leur avons posé la question, tout comme du Maroc, 0% de structures illégales. Vous savez pourquoi? On ne joue pas avec la santé. On ne peut pas permettre des structures où les personnes ne sont pas connues, leurs compétences ne sont pas connues, leurs capacités à exercer ne sont pas connues, la réponse aux exigences de médecine ne sont pas connues. On ne peut pas permettre à ces personnes d'ouvrir une structure de santé et demander à la population d'y aller se faire soigner. Aujourd'hui, on est surpris qu'il y a autant d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. On est surpris qu'il y ait autant de malades qui souffrent d'hépatite, etc. Mais c'est pour toutes ces raisons-là. Pour répondre à votre question, c'est pour dire simplement que notre organisation s'occupe de cette question-là. Avant qu'une structure ne soit membre, nous exigeons qu'elle soit non seulement tous les médecins inscrits au Conseil de l'ordre des médecins, qui est la structure, qui est l'institution chargée de veiller au respect justement des principes d'exercice de la médecine, et deuxièmement, qu'ils aient fait les démarches qu'il faut au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Nous comptons en notre sein aujourd'hui une centaine de structures qui répondent strictement à ces conditions-là. Il y a beaucoup plus de cliniques que ça en Côte d'Ivoire, mais nous en avons une centaine. Toutes les structures que vous connaissez, qui sont sur la place, qui sont bien connues, sont membres de notre organisation. C'est un principe auquel nous tenons énormément. Est-ce qu'il y a une classification comme ça se fait par exemple dans les hôtels où on parle de 2 étoiles, 3 ou 4, 5 étoiles? Est-ce qu'au niveau des cliniques privées, il y a cette classification qui se fait? Non, en fait, chez nous, ce n'est pas une question de classification en 5 étoiles. Peut-être ça se fait ailleurs. Il y a des labels que les gens mettent en place. Chez nous, il faut d'abord, comme la précision qu'il faut donner, nous sommes structurés de la manière suivante. Vous avez d'abord les cabinets médicaux. Les cabinets médicaux, c'est... Au bas de l'échelle? Oui, on dirait pas disons pas au bas de l'échelle, nous avons d'abord les cabinets médicaux. C'est quoi un cabinet médical? C'est un gynécologue qui vient, qui s'installe tout seul, il est gynécologue, point barre. Il n'y a personne autour de lui, il a sa secrétaire, son petit personnel, il travaille. Et à côté de cela, vous avez les centres médicaux. Les centres médicaux, vous avez 2, 3 médecins, un gynécologue, un pédiatre, un ORL qui décident de se mettre ensemble. Ils sont plusieurs dans un espace, ils ne font pas d'hospitalisation. Dès que vous commencez à ouvrir ce qu'on appelle une structure d'hôtellerie, vous allez donc hospitaliser des malades. C'est en ce moment-là que nous parlons de clinique. Vous savez, ça s'impose.
Vous ne pouvez pas opérer un malade et puis lui dire, je vous ai opéré, allez à la maison chez vous pour dormir. Si vous convenez avec moi. Oui. On est obligé de le mettre dans un espace organisé avec du personnel qui le suit. Donc ça devient une clinique qui fait qu'en côté justement de l'aspect médical proprement dit, nous organisons un aspect d'hôtellerie pour hospitaliser le malade, la personne, et lui apporter les soins adéquats à sa situation. Et vous avez maintenant les polycliniques, c'est des structures qui regroupent plusieurs spécialités. Généralement, on y trouve presque toutes les spécialités. Et bien sûr, tout l'aspect hôtellerie, de manière à pouvoir offrir à la population la plus large panoplie possible de soins. Dites-vous, monsieur le médecin, qui fixe les coûts des prestations? On arrive dans une clinique, telle prestation fait tel nombre de francs. C'est l'association qui fixe ou alors... Je vais vous dire une chose. Allez-y. Dès qu'il s'agit de la vie humaine, dès qu'il s'agit de la dignité de l'être humain, je vous dis, on n'a pas le droit de s'amuser. Ça, c'est valable dans le monde entier. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a créé les cliniques privées des polycliniques. Moi, j'ai quelqu'un que je connais très proche qui est allé justement en Allemagne dernièrement. Il a payé 200 millions de francs CFA pour ses soins. Il est rentré, il est décédé 3 mois après. Nous n'avons rien inventé. Nous avons fait, nous, des études. Je vous ai dit, nous avons demandé à l'Union européenne. Elle a fait une étude. Nous avons nous-mêmes mis en place une commission que nous avons appelée une commission de vigilance qui a fait toute une série d'enquêtes. Nous avons identifié des structures illégales. Nous ne faisons que les transmettre tous les dossiers au ministère de la Santé. Et après, vous attendez? Nous n'avons pas de pouvoir de police. Nous sommes dans un État organisé. Tout le monde, vous pouvez demander des comptes après. Nous sommes dans un État organisé. Je ne peux pas aller fermer. Je n'ai pas le pouvoir d'aller fermer une clinique. Mais je ne peux des que comptes dénoncer. même à l'autorité. On le fait. Nous sommes en constante... Où se trouve notre dossier? Nous sommes en constante discussion avec l'autorité. C'est pour ça que vous voyez le problème, on va en parler tout à l'heure, des coûts des prestations et tout. On ne fait pas n'importe quoi en médecine. Nous avons une institution qui est l'ordre. L'État n'a pas mis l'ordre en place. L'ordre n'est pas un syndicat ni une association. L'ordre est une institution qui est mise en place par l'État de Côte d'Ivoire. À l'effet de veiller à ce que tous les praticiens que nous sommes respectons le code de déontologie qui a été mis en place. Le code de déontologie dit quoi? Le code de déontologie égrène toutes les obligations que nous avons, nous, en tant que médecins. Tout comme il est dit, je ne suis pas autorisé à faire de la publicité. Je ne suis pas autorisé à venir dire partout, docteur Boguifo est le plus fort, l'ORL. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je serai tapé dessus par le Conseil de l'ordre. Ce qu'un vendeur ne peut faire. Vous comprenez? Nous avons donc des obligations. Alors, à partir de là, les coûts des prestations, docteur Bakayoko vous en dira un mot dessus, les coûts des prestations sont fixés par les organisations professionnelles que nous sommes. Ensuite, c'est soumis au Conseil de l'ordre des médecins. D'accord? Et ensuite, l'ordre des médecins le valide. Et en ce moment-là, il commence à être... Ça veut dire que c'est des prix homologués. Quand on sort d'une clinique à une autre, on devrait avoir les mêmes coûts. En fait, vous savez, on essaie de faire les choses. Ce qu'il est important que vous compreniez. Moi, je suis otorino. Hein. Je peux fixer mes tarifs. Mais enfin, bref, je suis un spécialiste, je suis un privé. Je peux dire qu'aujourd'hui, pour me voir, moi, ça fait 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA. On le voit en France. Allez-y ailleurs, vous allez voir un spécialiste, il vous dit, moi, c'est 200 € pour me voir, pendant que c'est 25 € qu'il faut payer. Il estime que sa compétence aujourd'hui, son expertise, son expérience, fait que lui se vend à 200 €. Celui qui peut, il vient. Celui qui ne peut pas, il ne vient pas. Vous avez des gens qui quittent dans le monde entier, qui iront le voir, payent à payer 500 € pour leur vie, pour leur santé. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, les dispositions qui sont prises, c'est pour protéger la population. Lorsqu'on parle d'un prix plancher, un prix en deçà duquel aucun médecin n'est autorisé de descendre, vous savez, c'est pourquoi on le fait? C'est pour protéger la population. Mais en même temps, on pense à la population qui a des faibles revenus. Non, peut-être ce qu'il faut que j'ajoute. La population a faible revenu. Docteur, il paraît que c'est vous qui faites gonfler les factures. Oui, effectivement. Parce que vous êtes très cher. C'est ce que j'ai entendu, mais bon, c'est la méconnaissance malheureusement de notre secteur d'activité qui amène à dire cela. Il vous a dit tout à l'heure, tout est déontologique. Il s'agit de travailler conformément à la loi ou de demander à ce qu'on travaille en dehors de la loi. C'est cela. Il a dit qu'il faut d'abord qu'on précise cela. Arrêtons de penser coût. Il s'agit des honoraires de médecin. Il s'agit de ce que le malade vient honorer l'acte médical qu'il reçoit de son praticien. Donc, tu me donnes un acte, je suis très heureux et je t'honore par le paiement de ce que je dois te faire. Et le code de déontologie est tellement clair là-dessus qu'il prévoit dans son article 40 que nul n'a le droit de descendre les honoraires en dessous du barème officiellement publié par les organisations professionnelles. Il coûte combien aujourd'hui ce barème? Il coûte depuis 1995,
15 000 francs la consultation du médecin généraliste, 17 500 la consultation du médecin spécialiste. Ben, ce n'est même pas ça que nous mettons en application. D'abord, un. Deuxièmement, il est prévu dans le code de déontologie qu'il n'y a pas de partage d'honoraires entre médecins. Chaque spécialiste dont l'état de santé du malade nécessite la présence passera poser un acte, et c'est les mêmes malades qui vont nous reprocher de n'avoir pas appelé le cardiologue alors qu'il y avait un problème cardiaque. C'est les mêmes malades qui vont nous reprocher de n'avoir pas appelé le néphrologue alors qu'il y avait un problème néphrologique. Mais quand ceux-là viennent, quand il prend sa voiture, il prend son taxi pour venir, vous voulez que la première consultation qui a été payée au médecin généraliste, ce soit celle-là qui soit divisée à ces différents spécialistes? Non, ce n'est pas ça. Tout spécialiste qui vient doit marquer sa note de frais. C'est ce qui est prévu dans le code de déontologie. Donc s'il y a 3-4 spécialistes, on paiera autant de fois. On vous paierait autant de fois. C'est ce qui est prévu dans le code de déontologie. Mais même là, la visite du médecin généraliste, elle est prévue 2 fois. Mais demandez à M. Soro, elle est facturée une seule fois par les médecins privés. Elle est prévue au matin, elle est prévue à la descente. Mais sur nos factures de consultation, c'est marqué des prestations, c'est marqué une seule fois. La visite de sortie du malade, le jour qu'il sort, on fait une visite pour le libérer. Mais cette visite n'est jamais facturée. On est tout le temps interpellé par nos confrères en tant que syndicat pour dire ces choses-là, il faut que vous puissiez regarder avec nos partenaires. Mais on connaît la situation des gens. On regarde, mais on n'intervient pas là-dessus parce qu'on veut laisser passer les choses. Mais en même temps, il faut savoir qu'il n'y a pas de surfacturation pour des surfacturations. C'est des actes qui sont réglementés, c'est des actes qui sont conformes aux prestations qu'il y a eu. Monsieur Soro, vous voulez réagir? Oui, bon, d'abord dire que c'est de demander à l'État de vraiment motiver, encourager nos étudiants à embrasser effectivement la carrière médicale. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, comme il a dit. Oui, effectivement, le ratio n'est pas conforme aux normes de l'OMS. Totalement déséquilibré. Ouais, c'est totalement déséquilibré. Ça, c'est un. De deux, l'État aussi a un travail à faire quant à la répartition des médecins sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi une problématique de cette répartition des médecins sur l'ensemble du territoire national. Et troisième élément que je voudrais dire les coûts, que ce soit sur des objets commerciaux, que ce soit sur la santé, doivent tenir compte du niveau de vie des populations. Oui. Et ça, c'est pourquoi j'interpelle l'État vivement. Vous voyez les chiffres qu'on donne. Quand on parle d'une consultation à 17 000, le salaire minimum agricole garanti aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de 17 000 francs le mois. Quand la consultation est à 17 000, vous voyez qu'il y a une grande frange de la population qui est exclue d'office de l'accès aux prestations. Et quelqu'un disait que... Laissez-moi venir. Je vous en prie. Non, c'est pas vous. Je voulais juste rappeler, parce que j'ai parlé de 17 000, j'ai parlé de 15 000. Je vous ai dit que je ne sais pas ce qui est appliqué. Nous appliquons aujourd'hui 10 000 et 12 000 dans le secteur privé. Dans le secteur privé, nous sommes sans soutien de l'État. Mais je voudrais juste vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, que le CHU d'Angré qui vient d'ouvrir fait sa consultation à 10 000 pour les généralistes et à 12 000 pour les spécialistes, des fonctionnaires qui sont affectés. L'hôpital mère-enfant fait sa consultation à 10 000 et à 12 000 francs pour des spécialistes. Là-bas, il y a des médecins qui sont affectés. Nous avons demandé, nous sommes d'accord, hein? Ça c'était notre demande depuis. Pour faciliter l'accès aux soins dans le secteur privé, nous avons demandé à l'État de nous affecter des médecins. Ça fera des masses salariales en moins, quitte à les motiver d'une autre façon, et puis ça nous permettra de réduire les coûts. Mais vous voyez que sans cet accompagnement de l'État, nous sommes à 10 000 et à 12 000. Mais ceux qu'on appelle CHU, Angré, 10 000, 12 000, eux, ils ont tous les fonctionnaires affectés. Hôpital mère-enfant, 10 000, 12 000, ils ont des fonctionnaires affectés. On ne peut pas nous taxer d'être les plus chers. Hein. Donc, il ne faut pas dire aux cliniques qu'elles sont chères, simplement. Non. Simplement. Je voudrais quand même... Monsieur docteur Boguifo. Je pense qu'ils n'arrivent pas à me suivre parce qu'ils pensent que je vais simplement c'est pour ça que les accuser. On a compris. Moi, je situe la responsabilité au niveau de l'État. Ce que je veux dire... Parce que vous ne me permettez pas d'aller au bout de mes idées. Chaque fois, vous m'interrompez. On a compris vos idées. Bon, allez-y. Non, j'ai compris vos idées. Alors, oui. Docteur Boguifo, dites-nous, question pratique. Il semble, et ce qui nous est revenu, c'est que vous transportez votre malade en direction d'une clinique privée quelconque. À la première question, vous êtes assuré ou pas? Et si, malheur pour vous, dites « je ne suis pas assuré », alors il y a une certaine caution que
que vous devez déposer, qui très souvent parle de 600 à 800 000 à des millions, que vous devez déposer avant que l'on prenne en charge votre malade. Vous avez parlé tout à l'heure de la vie humaine. Pourquoi on ne s'occupe pas du malade et pour le reste, on voit après? Alors, je vais répondre à votre question. Quittez la Côte d'Ivoire, allez dans n'importe quel pays, allez vous faire soigner. Si vous ne payez pas l'entrée, venez ici, je vous rembourse. Heureusement, nous sommes en Côte d'Ivoire chez nous. Non, s'il vous plaît. Dites pas ça, c'est trop simple. Je vous dis, faites ce que je peux aller voir. Pour répondre à votre question. À Cuba. Merci. Non. Cuba, on sait très bien que c'est un pays avec un caractère particulier. Allez-y. Alors, non, on ne peut pas prendre... Qu'ils savent, on parle pour nos auditeurs. Faisons des comparaisons qui soient, qu'on appelle ça, objectives, s'il vous plaît, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous connaissons tous la politique à Cuba et l'histoire de Cuba. Je reviens à ceci pour dire que, vous savez, la santé, je vous ai dit, vous l'avez dit vous-même, la santé a un coût. On ne peut pas venir dans une structure privée. Parfois, on nous dit, oui, vous savez, nous, on est des petits cotisants, on n'a pas beaucoup d'argent. Oui, mais ce n'est pas ça le rôle du secteur privé. La santé, d'abord la mission de l'État. C'est à l'État d'assurer la santé des populations. Ce n'est pas nous le secteur privé. Nous ne venons qu'accompagner l'État dans une politique. Tout comme nous allons au niveau de l'enseignement privé. L'enseignement, l'éducation relèvent des prérogatives de l'État. Ceux qui ouvrent des établissements, des écoles privées viennent accompagner l'État dans cette politique. Voilà ce que nous faisons, nous. Mais il ne nous revient pas à nous, si nous parlons des écoles, de scolariser les enfants dont les parents sont démunis. Ils ne peuvent pas aller payer des écoles privées. Ils iront dans l'école publique. Mais c'est la même chose. Il y a une confusion qui se fait en matière de... Quand il s'agit de la santé, mais c'est incroyable. On nous dit on fait de petites cotisations. Il n'y a pas de petites maladies. Vous croyez que parce que vous faites une petite cotisation, alors vous n'aurez droit qu'à des petites maladies? Ça n'existe pas, monsieur. Et lorsque vous arrivez dans des établissements, dans le secteur privé, c'est parce que vous en avez la capacité. Ah. Je suis désolé. Sinon n'essayez même pas. Vous allez dans le public. Allez vous faire soigner. Si vous n'avez pas de moyens, allez dans le public. Mais là, je voudrais... C'est clair. Mais monsieur, c'est assez clair. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Si vous n'avez pas de moyens, allez dans le public. Mais là où je voudrais... Écoutez. Je crois qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Je vous ai dit, vous avez les gens qui font des investissements énormes, qui remboursent des sommes énormes aux banques chaque mois, qui ont du personnel à payer, qui ont des charges à payer. C'est comme si vous me dites que moi j'ai un petit personnel, vous voulez aller le loger à l'hôtel Ivoire. Je suis désolé. Quand on parle d'hôtellerie, on doit adapter sa capacité à aller dans des niveaux où l'hôtellerie le permet. Merci, vous n'allez pas demander. Je vais terminer. Vous n'allez pas demander. Par contre, il est très important de savoir que la population doit être soignée. C'est pour ça que si, comme disait le docteur Bakayoko tout à l'heure au niveau de la TVA, plus avec l'État, nous allons accorder une politique. Si moi, je dois acheter un matériel, par exemple, qui fait, comme on le voit dans les autres pays, qui fait 50 millions de francs CFA, et que l'État me dit, moi, je t'enlève toutes les taxes qu'il faut, je vais faire en sorte que ça va te revenir qu'à 20 millions de francs CFA. Il est évident que je pourrais le vendre à 20 millions de francs CFA. Il faudrait qu'avec l'État, nous travaillons d'un commun accord pour voir comment permettre des facilités au secteur privé pour nous permettre de faire des coûts qui sont adaptés. Mais moi, quand j'ai les impôts sur le dos, vous croyez qu'ils viennent me dire, vous êtes un privé, vous êtes ceci? Je dois payer les impôts à l'État. Lorsque la CIE vient, je dois payer moi la CIE à l'État. Vous croyez que les honoraires du médecin, quand ils ont fini, il faut les payer, c'est des pères de famille. Finalement, la cherté s'impose à vous. Alors ça nous s'impose à nous. Partant de ce fait-là, c'est là où nous rejoignons, M. Soro. Nous disons qu'il faut qu'ensemble, avec l'État, nous réfléchissons pour voir, comme cela se fait dans tous les pays, nous réfléchissons pour voir comment permettre au secteur de faciliter l'accès des populations aux structures privées de la santé à des coûts qui soient accessibles à tous. Mais si je suis seul à supporter tout ça, si l'État que je viens aider, moi, dans sa politique, de sa mission de service public, l'État que je viens aider ne fait rien pour m'aider, pour m'accompagner à l'aider, et que je dois supporter tout seul toutes les charges, vous voulez que je fasse comment? Est-ce pour cela que vous avez tenté dernièrement de réajuster, si on peut employer le mot? On demande simplement qu'on respecte nos engagements tous. Il y a longtemps que depuis ensemble, nous avons décidé des coûts à appliquer dans le secteur privé de la santé. Quand nous voyons, en tant que responsable d'organisation patronale, en tant que responsable de syndicats, nous disons fermer les cliniques. Attends, ils les ferment.
Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se ferme. Fermez les cliniques. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Là où on pense qu'il y a beaucoup d'argent, vous fermez. Mais parce que justement, vous vous faites une illusion des choses. Il y a beaucoup d'argent, vous faites une illusion des choses. C'est des sacrifices énormes que les médecins et les cliniques privées font à longueur de journée. Très bien. Monsieur Solomon Badou, Oui, allez-y. oui. Mais je pense que le président Bogifo lancé dans sa trajectoire en rajoute un peu plus. Donc, ce qu'il faut dire en matière d'assurance mutualiste, c'est qu'on convient d'une convention, d'accord partie, la clinique et la mutuelle. Vous avez géré la MUGFC, vous en savez beaucoup. Oui, c'est pourquoi je vais revenir. Et lorsque nous sommes d'accord sur les clauses de la convention, on la signe. Donc, les conventions sont signées de façon consciente d'exercice. Et à partir de là, si la clause indique que le tiers payant que nous allons faire à la clinique est soit de 70%, soit 30% le ticket modérateur, à ce moment, l'adhérent paye 30% des coûts directement à la caisse de la clinique. Et souvent, ça oscille entre 30 et 45 jours. Non, je vous en prie, n'exagérez pas. Est-ce que vous êtes en train de dire, M. Soro, que vous payez convenablement les cliniques? Nous avons des structures. Nous avons des structures. Vous croyez que pourquoi les structures ferment? Non. Parce qu'en face, vous ne payez pas. Sur les 40 mutuelles de Côte d'Ivoire, on vous a toujours réglé. Non, c'est pas vrai. À date. C'est pas vrai. Alors, Oui, les 40 mutuelles. C'est pas vrai. Et D'ailleurs, le syndicat et nous avons toute la liste des structures qui ne nous payent pas. Donc la mutuelle ne paye pas, M. Soro. Non. Eux, là, ceux qu'ils citent, ce sont ce sont pas des mutuelles, ce sont... pourtant ils sont membres de votre association. Hein. Si vous prenez les autres qui ne sont pas des mutuelles Non, dans votre association... S'il vous plaît, nous savons de quoi nous parlons. Non. Nous savons de quoi nous parlons. Même la MUGFC que vous êtes amené à gérer, nous avons un plateau énorme qu'on cherche la MUGFC. Non, il y a des contentieux. Alors, c'est pas des contentieux. Non, pas des contentieux. Il y a des contentieux. C'est des arriérés. Non, que vous ne payez pas. Non. La MUGFC ne doit rien à personne. Les cliniques vivent comment si les mutuelles ne payent pas? Est-ce que vous en parlez quand vous vous retrouvez? Mais naturellement, notre mission est depuis le février 2015. Vous regroupez combien de mutuelles? 46 mutuelles. 46 mutuelles, très bien. Depuis février 2015, nous avons effectivement travaillé à les regrouper dans une union nationale. Oui. Et depuis le 2 février 2016, cette union a vu le jour. Et effectivement, les 7 axes sur lesquels nous travaillons, il y a l'un des axes, rendre performant et surtout garantir les droits des mutualistes. Et garantir les droits des mutualistes, c'est payer les prestations à date aux cliniques privées. Et c'est ce à quoi on s'attelle chaque jour, si bien que de la théorie. Les cliniques actuellement, nous représentons 45% de leur chiffre d'affaires. Ils le savent. Mais sauf que vous ne payez pas. C'est le Lorsque vous faites 45% de chiffre d'affaires et que vous ne payez pas, j'aurais aimé qu'on me donne le nom d'une clinique. On les paye. On les paye. Le nom d'une mutuelle qui ne paye peut-être pas les cliniques à moi. On les paye. Je vous le dis, Monsieur Soro. Donc, on ne les paye pas. Et quelle mutuelle ne paye pas? Monsieur Soro, s'il vous plaît. Je veux. Hein? Ils sont payés. Non, Monsieur Soro. Deuxièmement, sur lequel je voulais intervenir. C'est une contre-vérité. Lorsque vous devez 100 millions à quelqu'un, que vous lui donnez 1 million et que vous dites que vous le payez. C'est une contre-vérité qui est trop grave. C'est pas bon de le dire comme ça. Quand on est en train de parler des problèmes, je pense qu'il faut présenter plutôt... Deuxième élément, sur le relèvement des tarifications. Voyez-vous? C'est peut-être parce qu'ils ne les payent pas que vous avez tenté de relever. Non, ça n'a même pas de lien. Ça n'a même pas de lien. Ça n'a même pas de lien. Sur la tarification, allez-y, monsieur Soro. En janvier 2018, ils ont fait une assemblée générale sans nous informer. Le 13 juin, ils font valider les résolutions de cette assemblée générale par l'ordre des médecins sans nous informer. Le 1er juillet, nos assurés constatent les faits devant leur clinique. On les approche le 13 juillet, on a un échange. Ils disent qu'ils ne peuvent plus renoncer, que tout le process a été fait. Mais vous voyez que là, nous n'avons pas été associés en tant que partenaires, où nous avions des conventions avec eux. Il y a eu beaucoup de grogne. Deuxième élément, nous n'avons pas été associés. Deuxième élément, ils savent que nos polices, nous faisons une garantie annuelle avec les assurés. Cela veut dire que dès l'instant où une année commence, au 1er janvier, nous avons déjà prévu un panier pour nos assurés jusqu'au 31 décembre. Ils le savent. Et ils voulaient modifier ces polices en pleine année d'exercice. C'est pourquoi on les a approchés le 13 juillet. Le 24 juillet, on s'est retrouvés. Mais vraiment, ils étaient dans une posture où on a pensé qu'on pouvait s'entendre.
Et le troisième élément que nous leur avons évoqué, on leur a dit, aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de mise en œuvre de la couverture maladie universelle, amène les mutuelles à revisiter leur panier de soins et à aller en fin d'année à des assemblées générales pour définir de nouveaux paniers de soins qui nécessiteront une négociation nouvelle avec les cliniques privées, effectivement, pour les nouvelles conventions. Voilà pourquoi nous avions plaidé pour que, effectivement, dans cette synergie, nous puissions aller ensemble. Et fort heureusement, j'ai vu qu'à l'issue de la décision du ministre, qui suspend en attendant, ils ont bien voulu accepter et nous leur avons transmis un courrier de remerciement, de félicitations. Ah non, c'est parti. Et on espère que les décisions vont reprendre. Non, c'est parti. On a les décharges. Je vous les montrerai. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu. Bon, c'est pas grave. Je voulais juste. C'est vrai qu'ils n'ont pas été consultés ou associés à je voulais juste revenir sur la consultation. Docteur Sidier, je voulais juste revenir sur. Est-ce une décision unilatérale? Non, c'est pas honnête de dire cela. Je suis la personne ressource qui a consulté tout le monde. Voici la lettre de l'Union de la Mutualité. Et c'est qui vous avez rencontré? Je donne la lettre. Laissez-moi. Puisque le président est en face. Non, je vais vous dire. J'ai été convié, Dr Bakayeko, syndicat, à une rencontre, une journée qui était organisée par l'Union de la Mutualité le 7 février 2018. C'est la lettre que je mets à votre disposition. J'étais moi-même là-bas. J'ai été convié, non, je termine. J'ai été convié en mars à l'atelier de la MUGFC sur la réflexion, la réorientation du nouveau conseil d'administration. J'ai été convié avec des représentants des gestionnaires, d'assurance et toutes ces organisations que nous appelons les organismes de tiers payants, à qui j'ai dit, et votre vice-président, M. Meïté Lassinan, peut le témoigner. J'ai cité la personne. Votre vice-président peut le témoigner. J'ai dit à chacun d'entre eux, pendant que vous êtes en train de faire des réflexions sur la tarification, prenez en compte le fait que l'Assemblée générale des médecins et des cliniques privées a mis en application le nouveau barème à partir du 1er juillet 2018. Tous, que ce soit les assurances, que ce soit les mutuelles, ont été au courant de cela. D'ailleurs, je vous dis, parce que je peux le dire, je me suis battu. Vous constatez avec moi que la lettre que vous venez de brandir n'était rien d'autre que la journée nationale de la mutualité ivoirienne que nous avons organisée. Voilà. Mais ne donnez pas l'impression. Non, mais je l'ai dit, je vous ai cité le nom de M. Meïté. Vous pouvez le ne donnez pas l'impression. Vous avez saisi l'occasion. J'ai saisi l'occasion pour lui en parler. Mais est-ce que c'était l'occasion, là? Mais écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Non, vous voulez des personnes. Nous sommes des structures. On est un des responsables. Quand il faut il sait très bien qu'il a été informé. J'ai cité le nom de toutes les structures à l'Union nationale de la mutualité. Cette assemblée générale, cette réunion convoquée par moi-même, c'était pour recevoir le président de la Fédération française de la mutualité. Mais quand vous recevez les gens, on ne peut pas vous parler. Quand vous recevez les gens, on ne peut pas vous parler. On ne peut pas vous parler d'autres choses. Mais monsieur, quand vous recevez les gens, on ne parle pas d'autres choses. C'est à l'ordre du jour. Non, mais vous aussi. Je ne dis pas que vous m'avez parlé. Je vous ai cité le nom de la personne qui a été approchée. Donc, ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Vous avez fait des délibérations. Non, c'est pas vrai. Vous nous écrivez? Monsieur Soron. Vous nous écrivez? Monsieur Soron, voilà ce que vous avez reçu le courrier. Vous avez reçu le courrier de l'ordre, vous avez reçu le courrier du syndicat, vous avez reçu le courrier de la CPCI. Moi, si j'avais reçu, je vous l'aurais dit oui. Voilà, je n'ai rien reçu. Ce qu'il est important de souligner, c'est que nous, le secteur privé, nous faisons que faire des sacrifices. Je vous ai dit d'abord, en 1995, nous avons décidé des tarifs, on ne les a jamais appliqués jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le seul secteur privé en Côte d'Ivoire qui avons agi comme ça. Tout le monde a réajusté ses coûts après la dévaluation du franc CFA, sauf le secteur privé, pour pouvoir permettre à la population de se soigner. Nous avons entamé les discussions avec notre principal, qu'on appelle ça, partenaire qui est en face, qui est l'Azaci. Je les cite parce qu'il faut les citer. Nous sommes tombés d'accord. Nous avons retravaillé tous les coûts et il était question de les appliquer à 98. Ce sont les assurances privées, ce n'est pas les mutuelles. Hein. J'arrive en 98. Au moment de les appliquer, j'arrive au moment de les appliquer en 98. Pendant que nous sommes tombés d'accord, le même problème s'est posé. L'Azaci s'y est opposé. En 2010, nous avons décidé de prendre nos responsabilités parce que la situation était devenue intenable.
Non seulement il y avait des difficultés pour rembourser les coûts que nous pratiquons, parce que c'est des crédits qu'on fait, nos crédits ne sont pas payés. En plus, lorsqu'on vient nous payer au bout de temps, au bout de X temps, il y a beaucoup qui réclament des ristournes pour nous payer ce qu'ils nous doivent. C'est un scandale complet. En 2010, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d'appliquer les tarifs pour pouvoir permettre non seulement aux structures de tenir et de ne pas fermer, et de voir comment continuer d'apporter notre contribution au niveau de la santé de la population. Quand nous sommes sortis de là, la MUGEFSI nous a approchés. Nous avons décidé de faire un abattement de 20% pour la MUGEFSI que nous avons accordé à toutes les structures de santé. Mutuelles. À cette époque-là, nous avons quand même déjà en 2010 accepté de faire un abattement sur des coûts qui datent déjà de 1995. Au moment de les appliquer, en face, nous avons eu la même réaction de la ZACI, c'est-à-dire suspension du tiers payant. Nous sommes rentrés encore en discussion. Vous comprenez? Nous avons été clairs. Nous avons dit à la MUGEFSI, à toutes les mutuelles de santé, qu'en 2011, on allait faire un différé d'1 an, mais en 2011, tout sera systématiquement appliqué pour pouvoir permettre aux structures en face de pouvoir tenir. Nous savons ce qui s'est passé dans d'autres pays en 2011-2012. Ouais. Nous n'avons pas pu appliquer cela. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est pour vous dire simplement qu'en face de nous, lorsque nous devons poser un certain acte, nous avons toujours, après avoir discuté avec tous nos partenaires, nous faisons plusieurs réunions. Mais au moment d'appliquer, il y a toujours des problèmes. Même au moment de l'application, vous allez toujours avoir une mutuelle qui va venir nous dire vraiment, comprenez-nous, il faut casser encore les tarifs parce qu'on ne peut plus, parce qu'on ne peut pas. Voilà la raison dans laquelle, en 2018, à ne pas nous consulter. La raison dans laquelle nous sommes constamment. Et en 2018, avant d'entamer notre assemblée, nous avons vu la ZACI, avec qui nous avons discuté. Mais pas la mutualité ivoirienne. Nous avons vu l'agence ivoirienne de la régulation de la mutualité sociale, qui est l'AIRMS. Mais pas la mutualité ivoirienne. Nous avons vu l'agence, avec qui nous avons discuté, parce qu'en face, nous allons vous dire aussi que vous avez beaucoup de mutuelles qui existent, qui viennent nous voir, qui ne sont même pas reconnus par l'État, ouais. qui encaissent des primes de cotisation des membres, ouais. Qui ouvrent, qui font des soins avec nous, et puis qui ferment au bout d'un an, et puis ils se cassent avec l'argent. Et nous avons des dettes en interne. Il y a toute une anarchie. Nous avons décidé, nous, de prendre nos responsabilités. C'est tout simple. Nous sommes fatigués de cette anarchie. Nous avons en face de nous des partenaires qui sont véritablement de mauvaise foi. On ne peut plus, au moment, discuter avec des personnes. Je vais terminer, M. Soro. Il est difficile pour nous de continuer de fonctionner dans un système aussi inorganisé que ça. Le tiers payant, ce n'est pas une obligation. C'est une faveur que nous avons décidé. Nous avons décidé volontairement de faire crédit à la population. On n'est pas obligé de le faire. On n'a aucune obligation de le faire. Mais nous le faisons pour pouvoir permettre aux populations de venir se faire soigner. Mais en retour, non seulement nos prix sont cassés, non seulement on ne nous paye pas à temps, non seulement on ne peut pas, on nous rejette des actes qu'on ne peut pas nous rejeter, il est difficile pour des structures de tenir. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous avons discuté avec des partenaires. Nous avons discuté à l'AIRMS, nous avons discuté avec, avec la ZACI. Plus tard, nous avons discuté avec l'ANCARCI. Nous avons fait comprendre à ces structures-là. Nous avons commencé la réunion en janvier 2018. Pourquoi? Pour les appliquer en juillet. 6 mois, pour que tout le monde ait le temps de se préparer et de se mettre en ligne. Pour que le 1er juillet, on puisse appliquer. Voilà ce que nous avons fait. On n'a pas dit qu'en janvier, on applique ça en février ou en mars. On a pris la décision en janvier. On a informé tout le monde que ça allait être appliqué en juillet. Ils nous disent qu'ils ne sont pas au courant. En mars, déjà, la ZACI avait publié dans les journaux qu'elle n'allait pas, qu'elle refusait d'appliquer ces décisions-là. C'était déjà public. C'était déjà dans les journaux. La ZACI avait déjà publié dans les journaux qu'elle n'allait pas appliquer. Elle n'allait pas appliquer quoi? Elle ne connaissait pas les nouvelles. Mais nous avons mis au mois de juillet pour pouvoir permettre à toutes ces structures-là de pouvoir, au mois de juillet, pouvoir répondre. En tout cas, pour nous, au mois de juillet, on devait appliquer. Mais vous savez, lorsque le ministre nous a reçus et que nous avons échangé avec le ministre, ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas tenir tête à l'État. Nous sommes conscients de nos responsabilités vis-à-vis de la population. Nous sommes tellement conscients de cela que nous avons accepté de faire un dernier sacrifice. Nous avons décidé simplement, cette fois-ci, allons tous au 1er janvier
Donc c'est reporté. Mais il est évident qu'au 1er Ce janvier, réajustement. si ça n'est pas appliqué, Oui. vous conviendrez avec nous On va tirer toutes les conséquences. qu'on tirera tous les conséquences. Très bien. Monsieur Soro, Bon, on est conscient que le mouvement mutualiste arrive à apporter des prestations à leurs assurés grâce à leur clinique. Et donc, c'est pourquoi, en général, quand des démarches sont conduites sans nous, on se sent un peu... et là on parle du 1er janvier prochain. Est-ce que déjà vous discutez? Laissez-moi finir. Et donc, c'est pourquoi nous voulons insister. Et aussi faire remarquer au président Bokifo, quand je disais tout à l'heure, il faut qu'il apprécie nos propositions sous l'aspect de la vie associative. Certes, il y a la normalisation à l'intérieur de leur association, mais en même temps, l'ACPCI doit être un dispositif de proposition à tous ses partenaires et aussi avoir des propositions d'orientation à ses partenaires. C'est pourquoi le tiers payant ne doit pas être perçu, et je plaide pour cela, que l'ACPCI le perçoive comme vraiment une faveur accordée. Parce que quand tu reprends tous les dispositifs de l'ONU, quand tu prends tous les dispositifs de l'OMS, il a été fait injonction aux États de faire en sorte que les populations soient dans des dispositions du tiers payant pour qu'au moment de l'accès aux soins de santé, il n'y ait pas de freins financiers qui les empêchent d'avoir accès à ces soins de santé. Si cela n'est pas ainsi, vous voyez que les digues d'accès aux prestations de soins seront vraiment énormes et vont empêcher les populations d'avoir accès. Regardons en Côte d'Ivoire. Quel est le taux de fréquentation des cliniques et des hôpitaux? On n'atteint pas les 30%. On n'atteint pas les 30%. Cela veut dire, l'ACPCI, le mouvement mutualiste, l'État, nous devons être dans une disposition à regarder ensemble comment faire en sorte que près de 70% à 80% de la population fréquente et nos cliniques et nos hôpitaux. À ce moment, on sera dans la dynamique, effectivement, d'apporter la couverture médicale à nos populations. C'est dans cette disposition que nous devons nous trouver. Et c'est pourquoi je voudrais que vraiment l'invective adressée au mouvement mutualiste, qui est de nous cataloguer pour dire que nous sommes de mauvaise foi. Non, nous sommes des hommes de bonne foi. Et je pense qu'ils doivent pouvoir le reconnaître. Après leur assemblée générale, ils ne nous ont pas écrit pour nous dire qu'il y aurait des dispositifs le 1er juillet. C'est pourquoi quand nous avons été informés, nous-mêmes nous avons pris langue avec eux. Le 1er janvier n'est plus loin, M. Soro. Le 1er janvier n'étant plus loin, comme ils nous taxent de mauvaise foi, je souhaite qu'ils nous donnent un rendez-vous pour la négociation publiquement. Très bien. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue et de discussion. Docteur Bakayoko Sidiki, ce sera certainement votre dernier mot. On a parlé beaucoup pour que les choses s'arrangent et que finalement, tout ça soit du passé et que le secteur se porte mieux. Qu'est-ce qu'il faut? Avant de répondre à votre question, quand même, laissez-moi réagir sur les propos de M. Soro. Je vois que sciemment, il a convié la CPCI, le ministère et les mutualités. Juste pour ça, oui, je permets de revenir là-dessus pour vous faire comprendre. Et ça, il faut que beaucoup le comprennent. Les barèmes des honoraires dont on parle, c'est une location que le médecin fait à la clinique de l'espace qu'il utilise pour ses honoraires. Donc, vous pouvez discuter autant de fois avec la CPCI. Si vous n'associez pas les médecins privés, vos honoraires resteront toujours à débattre. Ça, c'est une remarque. Deuxième chose que je voudrais faire remarquer. Bokifo a dit 20%, c'est 40%. La réduction qui a été faite pour les mutuelles. Mais même sur ces 40% que nous avons consenti en 2010-2011, c'était pour cette année-là. Aujourd'hui, combien de mutuelles appliquent ces 40% des rabais que nous avons faits? Qui nous ramènent à 10 000, 12 000. Très peu. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont à 8 000, 6 000. Ça, c'est le coût de l'honoraire qu'on va donner à un médecin pour qu'il lui loue la salle et puis paye tout ce qui lui permet de s'occuper de sa famille. Juste pour dire ça, ça veut dire qu'on était d'accord en 2010 sur un rabais qu'eux-mêmes n'ont pas encore appliqué. Là, on est d'accord pour aller en 2019 avec l'intervention de la population, avec l'intervention du ministère. Ce sera encore en train de nous demander des rencontres, des négociations. C'est normal que nous échangeons sur les sujets aussi sensibles. Mais lorsqu'on se met d'accord
pour dire, dans ses propos, j'ai retiré seulement ses propos. Pour le moment, 2018, là, on a déjà pris les cotisations, on ne peut pas vous suivre. Permettez-nous d'aller à 2019 pour que vous puissiez appliquer vos barèmes. Il parle de négociations. Hein. Ouais. Non. Avant, quand il relatait les événements qu'il y a eu avec les organisations professionnelles, j'étais de ceux qui l'avaient reçu. Il nous avait demandé d'aller en 2019 parce qu'actuellement, ça allait être difficile. Quand il parle, en janvier 2019, quand il parle d'information, il y a des courriers que nous avons signés. Je vous ferai parvenir ces courriers-là demain. Courrier avec la CPCI, le SNAPSI et l'autre qu'on a envoyé à toutes les mutuelles, y compris la mutualité. Demain, je vous ferai parvenir une copie si vos services ne vous ont pas remis. Nous avons fait une publication dans le quotidien Fraternité Matin, qui est un quotidien national. C'est quand même un quotidien d'information avant l'application. C'est seulement... Je dis, j'ai rencontré moi-même plusieurs responsables. Personne n'y croyait à la mise en exécution de cette décision. C'est seulement lorsqu'elle a été mise en application qu'ils se sont sentis obligés de nous rencontrer pour chercher des solutions. J'arrive à vous, Dr Boguifo, prenez le micro. On a parlé beaucoup, on a dit beaucoup de choses. Pour que tout cela s'arrange, pour que finalement les choses redeviennent normales, qu'est-ce qu'il faut? Ce sera votre dernier mot. La santé est une chose tellement sérieuse, est un bien tellement précieux que nous devons tous en prendre conscience et ne pas jouer avec cela. Vous avez en face des prestataires de soins qui investissent énormément et nous avons demandé à nos membres de plus en plus d'aller vers la qualité. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de patients qui soient évacués dans les pays extérieurs. Pourquoi? Nous avons la compétence au point de vue des ressources humaines. Mais comme je vous dis, vous avez beau être le meilleur chirurgien du monde. Si on vous donne un bloc opératoire qui est vide, où vous n'avez pas le plateau technique requis, vous allez tuer des malades. On ne peut pas l'accepter. Nous demandons à nos membres de faire des investissements pour répondre au mieux. Aujourd'hui, la plupart du plateau des démarches de diagnostic sont offertes par le secteur privé. Nous faisons des efforts énormes, mais ces efforts ont un coût derrière. Alors, d'abord, il faut qu'on comprenne cela. Maintenant, pour qu'on y arrive, il faut que tout le monde s'y mette. Il ne faut pas qu'on laisse simplement le secteur privé supporter toute la charge. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous poursuivez en même temps la discussion avec les partenaires pour que d'ici le 1er janvier, vous puissiez nous attendre? Nous avons une réunion qui est prévue la semaine dernière. Nous devons encore revoir le ministre. Il y a une série de discussions qui sont prises. Donc, nous ne voulons pas être les seuls à faire le sacrifice. Non seulement nous avons fait 40% depuis 1998, 40%, mais les 40% ne sont même pas respectés. Non seulement ce n'est pas respecté, mais en plus de ça, on est mal payé. Le docteur Bakayoko disait 1 an, 2 ans parfois avant qu'on nous donne que les structures enfin nous payent ce que nous doivent. Et pendant ce temps, vous continuez de traiter les patients de nous continuons de les traiter, de les prendre en charge. On termine avec Soro Mamadou, monsieur le mutualiste. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous parlez pour la population... Oui, la première chose à faire, je pense que l'État doit s'engager dans la formation de nombreux médecins. 2, je pense qu'il y a un plan qu'ils sont en train de rouler d'environ 570 milliards à l'effet de moderniser le secteur de la santé. Oui. Mais aussi, comme le président Boguifo l'a dit, il faut que l'État et les partenaires du secteur privé s'asseyent, effectivement, conçoivent un plan de développement du secteur privé de la santé, comme cela a été fait au niveau de l'enseignement, où effectivement, à l'époque, le secteur public occupait 2 fois le dispositif éducatif du secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé est 4 fois le dispositif du secteur public. Donc, il y a effectivement une démarche à faire, mais aussi nous devons avoir un esprit que, certes, la santé n'a pas de prix, mais la santé doit être à portée de main et par des soins accessibles. Et c'est ce que l'OMS défend, recommande, et c'est pourquoi je dois dire que nous tous, les partenaires qui agissons dans ce secteur, nous devons développer le tiers payant, l'assumer et faire en sorte que plus on avance, plus la partie à payer directement par le patient se réduise au fil des jours et au fil des années. C'est une belle conclusion. On va s'arrêter là pour 50 minutes pour convaincre de ce jour. Le thème, c'était bien de savoir la contribution des cliniques privées dans la prise en charge médicale de nos populations. Et il y avait sur ce plateau Dr Joseph Boguifo, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Il y avait aussi Soro Mamadou, président de l'Union nationale des mutuelles de Côte d'Ivoire. Et enfin, Dr Bakayoko Siddiq, président du syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire. Merci à Régis Kofi, merci à David Yaoblé. Excellente journée et à très vite sur la radio.
50 minutes pour convaincre.